Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 28e épisode de notre live veto, dans lequel on va parler de phytothérapie et de produits naturels. On va rentrer tout de suite dans le sujet. Alors, l'utilisation de produits naturels, on parle de plantes, d'extraits de plantes, de levures, d'algues, de bactéries. Ils peuvent être très intéressants parce qu'ils permettent notamment, dans certains cas, de corriger des carences alimentaires, de participer à la bonne santé de l'organisme, de l'aider à prévenir et à lutter contre certaines pathologies. En revanche, leur utilisation n'est pas anodine. Il y a deux, trois choses, quelques points à savoir, quelques règles d'or à respecter. C'est un petit peu ce dont on va vous parler ce soir ça va être avec notre veto Cyril, donc il va vous dire un peu ce qu'il faut savoir et quand et pourquoi, en fait, dans quel cas utiliser de tels produits. Donc voilà, on va l'accueillir tout de suite. Petit rappel, on est toujours présent donc sur les 3 réseaux, sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas vraiment à nous poser plein de questions, on y répondra en direct. On aime bien quand il y a un peu d'échange entre nous. Voilà. Alors, on va accueillir Cyril tout de suite. Hop. Alors, je pense que sur Facebook, c'est bon, je n'ai pas encore le son. Et sur Insta... Tu m'entends, Cyril? Je t'entends très bien, Floris, salut. Ça marche. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi? Très bien, bienvenue. Je règle mon écran, mon son, c'est bon. Non, c'est bon, parfait. C'est bon. Est-ce que, pour commencer, tu pourrais juste nous redire rapidement qu'est-ce qu'on appelle produit naturel, en fait? C'est un produit qui est brut et j'imagine qui n'est pas synthétisé. Oui, c'est Est-ce que ça. tu peux donner une brève définition? Exactement, donc c'est un produit qui vient du milieu naturel, hein, comme son nom l'indique. Ça peut regrouper bien sûr les plantes. Tu as parlé tout à l'heure de la phytothérapie, qui est l'usage des plantes donc, pour soigner différents maux. Ça peut également du coup comprendre des produits vraiment qui sont issus donc, du milieu naturel, comme des algues, comme des êtres, enfin des micro-organismes en tout cas, des levures, des extraits de bactéries, pourquoi pas, etc. Et donc, en général, ils sont plutôt à l'état brut, non processés ou non transformés. D'accord. Quoique, concernant les plantes, on peut utiliser des extraits sous différentes formes. Donc, c'est important de savoir exactement, de qualifier le produit avant de l'utiliser, bien sûr. Et pour l'utiliser de la bonne manière, bien sûr pour la bonne problématique, ou en tout cas la bonne indication, et puis également la bonne dose. Parce que ça, c'est un problème, en tout cas, c'est un point qu'il faudra aborder tout à l'heure, l'importance de la dose, encore une fois. On a quelques questions, alors du coup, ce sera plus spécifique sur certains produits, mais effectivement sur les doses et les quantités. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, en fait, si un produit est réellement efficace est-ce qu'il y a des études ou des choses sur lesquelles on peut se baser? Comment se faire un petit peu son idée? Alors, on a les études, bien sûr, les études scientifiques. Alors, c'est pas toujours simple pour de s'y retrouver parce que déjà, elles sont en anglais. Donc, quand on ne maîtrise pas bien l'anglais, ça peut être un petit peu problématique. Il faut réussir à faire la synthèse, à bien analyser tout ça. Donc, on a des documents qu'on peut appeler des monographies ou des documents synthétiques, en tout cas, qui reprennent les points importants, l'efficacité ou en tout cas les usages traditionnels, à défaut d'être démontrés, puisque c'est un petit peu toute la controverse et la problématique avec ces plantes, enfin en tout cas ces produits naturels. C'est quelquefois on a un usage traditionnel parce qu'on remarque qu'il y a un intérêt. Par contre, c'est vrai que dans la littérature scientifique, on a du mal à trouver des preuves de l'efficacité. Ou alors quelquefois... plusieurs observations, mais il n'y a pas d'études scientifiques qui... On peut en avoir, mais on peut avoir des études scientifiques. Hop là. Pardon. Ouais. Moi, perso, j'avais plus ta voix. Oui, on peut avoir des études scientifiques, mais quelquefois, en fait, on a plusieurs études scientifiques dont les résultats ne sont pas concordants, c'est-à-dire qu'on a des résultats qui peuvent être contraires, une étude qui peut montrer un effet et l'autre pas. Par exemple, concernant le parasitisme, on pourra en parler tout à l'heure avec l'ail, par exemple. En fonction de ce que les auteurs ont regardé, ont étudié, on peut avoir puis des conditions de l'étude, tout simplement. Donc, au final, il en ressort un effet qui est alors mitigé, mais en tout cas qui n'est pas clair et qui demande à être confirmé. Donc, c'est souvent pour ça que, par exemple, sur nos produits, sur la nouvelle gamme que nous avons lancée, on parle plutôt d'usage traditionnel ou de vertu supposée. Alors, pour cette raison, mais aussi parce qu'on s'appuie sur des documents officiels, européens notamment, les documents de l'Agence du médicament, et qui
Et donc, ils font des monographies, ce qu'on appelle des monographies, qui sont des documents par produit, par plante souvent, et qui vont lister des effets ou des propriétés avec des doses et des conditions d'utilisation. Donc, c'est très sérieux, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour cela, ils s'appuient sur différentes études, sur plusieurs preuves scientifiques ou pas d'ailleurs, sur les usages traditionnels, comme je vous le disais. Et donc là, on s'est appuyé sur ces documents. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même rester prudent. En tout cas, ça, c'est mon avis quant à leur utilisation. Et moi, en tout cas, en ce qui me concerne, je considère souvent que finalement, c'est à mi-chemin entre l'alimentation et puis les suppléments, les compléments alimentaires, etc. Ouais, c'est ça. C'est comment tu les positionnes, du coup? C'est-à-dire que pour moi, ça rentre, c'est un petit peu comme chez nous, quand on va utiliser, en tout cas pour certains produits, comme pour nous en humaine, on va utiliser ces produits dans le cadre d'une alimentation donc équilibrée, qui apporte des nutriments bénéfiques à la santé. Mais derrière, on ne va pas forcément le faire. Par exemple, prendre de la spiruline ou prendre du curcuma, on ne va pas forcément le faire parce qu'on a mal à une articulation ou parce qu'on a une anémie ou autre. On va le faire vraiment dans le cadre d'un régime équilibré. Et ça, pour moi, c'est le premier point. C'est plutôt soit à une visée préventive, soit juste pour la santé, pour maintenir son organisme en bonne santé, on va dire, puisque ces extraits, en tout cas, ces plantes, ces produits ont quand même des vertus, des propriétés de par leur composition et les matières actives qu'elles contiennent, des propriétés qui peuvent être intéressantes. Alors après, il y a des biais, on peut en parler aussi tout à l'heure, sur l'assimilation, sur les concentrations, etc., et les doses aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, il y a un réel intérêt. Après, ça va simplement dépendre de l'utilisation. Et puis, il faut se pencher sérieusement sur ce qui a été dit et ce qui a été observé. Et puis, il ne faut pas prendre ça comme un médicament ou comme un complément nutritionnel vraiment ça peut être défini comme un complément alimentaire. Par exemple, si je prends le cas de l'anémie chez le cheval, où on a une anémie, on sait que la cause principale de l'anémie chez le cheval, c'est un trouble inflammatoire infectieux chronique, en tout cas qui va générer cette anémie, donc on va dire en cause secondaire, en tout cas en effet. Et donc on peut tout à fait prendre de la spiruline pour, par exemple, renforcer son organisme, parce qu'elle contient des protéines de qualité, des nutriments intéressants tels les vitamines du groupe B, du fer aussi également, même si les anémies chez le cheval, par exemple, sont rarement liées à une carence en fer. Mais bon, on peut tout à fait le faire dans cette optique-là, d'un point de vue général, puisqu'on sait que la spiruline est plutôt bénéfique à la santé, etc. Et notamment quand on peut avoir des petits problèmes de globules rouges. Donc ça, c'est en effet en usage traditionnel. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'études qui démontrent que c'est un intérêt réel, mais de par la composition, finalement, on sait qu'il y a certaines vitamines qui peuvent être intéressantes, du point de vue de l'alimentation, j'entends, pas du point de vue du traitement. Donc on peut le faire, c'est un complément alimentaire. Par contre, c'est pas forcément ça qui va soigner l'anémie. Il faudra que le vétérinaire se rapproche de son vétérinaire, qui va faire les examens. S'il y a un trouble infectieux, voilà, ce n'est pas un traitement. Et donc ça peut venir en complément. C'est d'ailleurs pour ça, souvent, on parle de médecine complémentaire pour la phytothérapie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant, ça c'est clair, mais il faut laisser les choses à leur place de mon point de vue, et c'est plus pour moi de la nutrition et renforcer l'apport de nutriments intéressants pour le bon fonctionnement de l'organisme et notamment pour la production de globules rouges, etc. Par contre, ça ne veut pas dire que ça va soigner une anémie. C'est un petit peu, c'est un petit peu la nuance, en fait. Et quand tu as un choix à faire entre un produit naturel et un complément nutritionnel pas naturel, mais qui soit travaillé avec les principes actifs et différents ingrédients et autres, ce qui va te permettre de prendre la décision, c'est vraiment l'utilisation que tu veux en faire, en fait, le besoin. Oui, c'est ça. Effectivement, le problème pour lequel on va être amené, si problème il y a, parce que si on est sur du préventif, il est clair que le complément alimentaire, en tout cas, qui est formulé et produit à partir de matières actives dont l'efficacité va être démontrée. Je pense par exemple pour tout ce qui est flore intestinale aux levures vivantes. On a tout un tas d'études qui montrent leur intérêt sur la flore intestinale du gros intestin. C'est sûr que si on a un souci d'acidose au niveau du gros intestin, on va plutôt aller sur un produit comme notre flore, parce que clairement, on sait qu'il y a des levures dedans, que leur effet a été démontré sur justement l'acidose.
à 10 grammes par jour en levure. Donc là, on a clairement une dose, un effet en tout cas qui a été démontré. Donc il est clair que ça va contribuer à contrôler, à gérer cette acidose. À l'inverse, c'est vrai que la levure de bière, moi, j'ai pas d'études qui le montrent. Par contre, il est vrai que si on n'a pas de souci particulier et qu'on souhaite à la fois avoir un effet sur, pourquoi pas, alors la flore intestinale, mais bon, la levure de bière, ça ne va pas forcément être la première indication, mais sur le pelage, sur les sabots, etc. Et bien là, pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas, si on n'a pas de souci particulier. Voilà, moi c'est un petit peu comme ça que je raisonne. Quand on a vraiment quelque chose, on peut, sur la qualité des sabots, par exemple, on a une corne qui est de mauvaise qualité, clairement je préfère aller sur de la biotine, en tout cas sur notre produit biotine, parce que on sait qu'on a des nutriments dont l'effet a été évalué et présente un intérêt sur la pousse de la corne. Maintenant, si un cheval va bien, mais qu'on se dit bon, je vais le solliciter, je vais plus le monter dans les mois à venir. Alors la biotine, il n'a pas forcément de problème, mais bon, j'aimerais bien quand même en plus le protéger à ce niveau-là, apporter un petit quelque chose en plus de son alimentation, voilà, qui soit bénéfique aussi bien à sa corne, mais aussi à son poil, pourquoi pas, etc. Donc, pourquoi pas mettre de la levure de bière, ça c'est clair, pourquoi pas. Mais après, c'est pareil, c'est une question de dose. La levure vivante, je vous parlais de 10 grammes. La levure de bière, dans les usages traditionnels, on est à 50 grammes et au-delà. Donc c'est pareil, si on met 10 grammes de levure de bière, bon, l'effet sera clairement limité chez le cheval, de mon point de vue. Et c'est la même chose avec, la spiruline. La spiruline contient plein de choses intéressantes, comme je vous disais, des vitamines du groupe B, du fer, des protéines, etc. Donc les protéines, ça, il y en a, il n'y a pas de souci, hein, c'est riche en protéines. Par contre, pour les micronutriments, si vous regardez les besoins journaliers, en tout cas publiés, en tout cas communiqués par les fabricants de vitamines pour les vitamines du groupe B, et vous regardez la composition de la spiruline, pour couvrir les besoins journaliers qui sont énoncés dans leur table, etc. Il est clair qu'il en faut un paquet, quoi. Donc, on ne va pas forcément le faire pour ça, on va le faire on va dire pour la globalité du produit. Et voilà, et souvent, il y a aussi, il ne faut pas se le cacher, il y a aussi un petit effet mode quand même. Voilà, maintenant, je pense que ce sont des produits qui vont être de plus en plus étudiés, donc pour lesquels on aura de plus en plus de données, je pense. Et c'est intéressant quand même. C'est l'intérêt aussi que ce soit un petit peu, entre guillemets, tendance, c'est que les gens s'y intéressent et du coup, il y a de plus en plus de recherche en fait dessus, quoi. C'est ça, et puis la spiruline, par exemple, c'est un super aliment. Bon, il y a tout un tas effectivement de conseils qui sont prodigués en humaine, etc. Voilà, chez le cheval, alors il y a sûrement des études, mais c'est vrai que j'en ai pas une en tête qui m'a marqué particulièrement. Si vous prenez le curcuma à l'inverse, là on a des choses intéressantes. Mais qui méritent encore d'être, on va dire, un petit peu développées, même si on a quand même tout un tas de plus en plus d'études sur le curcuma quand même. Et là, il y a une question d'efficacité aussi, de disponibilité de la curcumine, hein, qui est le curcuminoïde principal dans le curcuma, le principe actif principal. On a des questions dessus, justement. Voilà, je te laisse les poser, je ne vais pas trop. Ça marche. Alors, déjà, la première, ça va être un petit peu plus générique, mais c'était Elodie qui demandait sous quelle forme les produits naturels étaient le plus assimilables, et le plus efficace. Tu as parlé un petit peu tout à l'heure des formes, des extraits ou autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Un produit naturel. De manière générale. Ouais, d'une manière générale, il est clair que les extraits avec un extrait, on va concentrer les principes actifs, en tout cas certains principes actifs, en fonction de la nature de l'extraction. Hein, voilà. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de l'extraction, mais il y a déjà plusieurs solvants. Ça peut être de l'eau, de l'alcool, ça peut être tout un tas de choses. Et donc là, il est clair qu'on va concentrer potentiellement les principes actifs, et donc on aura besoin de mettre une dose plus faible pour avoir finalement une dose efficace. Donc souvent, on parle en équivalence, on regarde un petit peu la concentration, ça peut être du 5 pour 1, ça peut être du 10 pour 1, etc. par rapport au produit brut. Voilà. Et donc ça, c'est le premier point sur la concentration. Et ensuite, il y a la biodisponibilité, en tout cas l'assimilation. On est d'accord, le fait d'avoir excuse-moi, je te coupe, mais le fait d'avoir des extraits de plantes, ça ne change rien sur la biodisponibilité, c'est simplement que ça va changer la dose parce que ça va être plus concentré, en fait, c'est ça? Ça va être plus concentré. Après, on a quand même des extraits qui vont être plus ou moins processés, travaillés, et pour lesquels on peut avoir l'ajout, par exemple, de phospholipides, de choses comme ça, qui vont permettre d'améliorer l'assimilation des principes actifs. Par exemple, c'est valable pour la curcumine. Sur le marché, il y a tout un tas maintenant d'extraits
qui ont été brevetés ou pas et qui, en tout cas, dont l'efficacité, dont l'assimilation en ce qui concerne la curcumine est augmentée. Alors, ça peut être du x20, hein, ça peut être du x20, x30 par rapport pour la curcumine. Pour les acides boswelliques, je crois que de tête, pour la boswellia qui est intéressante aussi, ça va être plutôt du plus 30%. Donc, ça va vraiment dépendre des extraits, des plantes, ou en tout cas des produits naturels. Voilà. Et puis ensuite, ça va effectivement dépendre de la technologie qui a été élaborée pour améliorer cette biodisponibilité. Mais ça, c'est vraiment un paramètre important à prendre en compte. Après, quand on regarde les monographies, on a différentes recommandations en fonction justement de la nature du produit. Si on est sur un extrait ou sur un produit brut, on aura des doses qui seront bien sûr différentes. On a des doses, par exemple, sans donner, qui sont équivalentes à des doses pour de l'infusion, par exemple. Ça va être de la plante sèche pour infusion. On va avoir de la plante, de la plante broyée en poudre pour une administration orale. On va avoir de l'extrait, etc. Et donc, il faut bien regarder ça vraiment. Un cheval, alors je dis en moyenne, parce que si on prend le curcuma, même l'arpago, etc., les doses vont quand même être de l'ordre de 4 grammes pour 100 kg, enfin quelque chose comme ça. Donc, ça fait à peu près 20 grammes par jour pour un cheval de 500 kg. Ouais. D'ailleurs, une étude intéressante qui a été publiée, alors certes sur un nombre limité de chevaux, mais qui était plutôt intéressante sur le curcuma quand même, et qui était, je crois, qui avait été réalisée avec 20 grammes de curcuma. Alors, ils avaient mis, je crois, riche en curcumine, mais ça, c'est l'autre point. C'est-à-dire que, par exemple, dans les produits que nous commercialisons, donc on est sur des produits comme le curcuma, comme l'arpago, on ne va pas afficher de teneur en curcumine, de teneur en arpagoside, tout simplement parce que le fabricant ne va pas standardiser. On n'est pas sur un extrait. On a des fabricants où là, on est vraiment plus sur du complément. Standardiser, c'est de garantir une teneur minimale en curcumine, par exemple. Exactement. Okay. Sur le fait de garantir une teneur minimale, là, les fabricants ne vont pas le faire puisqu'on est sur des produits vraiment bruts qui n'ont pas été travaillés. Et en fait, la seule chose qu'on demande à ces fabricants qui vendent sur le marché européen, en tout cas à ma connaissance, c'est de se conformer à la pharmacopée européenne, c'est-à-dire de vendre des produits qui contiennent une teneur minimale de X% en arpagoside, en curcumine, etc., ou en curcuminoïde. Voilà, donc ça, c'est vraiment… Après, il faudrait prendre la pharmacopée pour avoir la teneur. Ça, c'est vraiment la teneur minimale si on veut commencer à faire les calculs. Mais bon, sans rentrer dans les détails, quand on est sur les produits bruts, on va se référer aux doses. Nous, on publie les doses qu'on a… Enfin, en tout cas, on a affiché nos doses qui ont été calculées à partir des données de la pharmacopée humaine, extrapolées au cheval. Ça, c'est sur du poids métabolique. On a des données là-dessus pour le faire. Voilà, et donc c'est des doses qui sont safe, en tout cas qui sont bien encadrées par… on a une fourchette souvent, on a une durée d'utilisation. Donc ça, il faut faire attention, notamment pour live. Ouais, très important. Là, je pense que tu vas avoir des questions parce que ça, on a eu… on a mis sur le marché le produit. Donc, c'est important de revenir là-dessus. Voilà, je pense. Okay. Je vais revenir dessus, pardon, juste après. Il y a simplement, tu parlais de la curcumine et l'assimilation. Il y a Solange qui demandait… attends, juste que je retrouve. Elle disait qu'elle avait lu que pour bien être absorbée, la curcumine devait être accompagnée de pipérine, mais que la pipérine augmentait l'hyperperméabilité intestinale. Ouais, c'est vrai. Qu'en pensez-vous ? Oui, elle a raison. Mais non, mais elle a raison. C'est vrai que moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, qu'effectivement, quand on met du curcuma dans notre soupe, il faut rajouter du poivre. Donc, effectivement, pour améliorer l'assimilation de la curcumine. Donc, il est vrai qu'il y a des études qui ont été réalisées. Alors, il y a différentes doses. Honnêtement, je les ai lues il y a un moment et je ne me rappelle plus. Mais il est clair que oui, ce que disaient les auteurs, c'était effectivement, ça favorisait une hyperperméabilité générale, ce qui n'est pas bénéfique parce que ça peut générer aussi des facteurs d'allergie, etc. Puisque ça laisse passer des molécules potentiellement de trop grosse taille et qui peuvent être allergisantes, en tout cas, qui peuvent être reconnues comme étrangères par le système immunitaire et donc après générer de l'hypersensibilité, de l'allergie, etc. Donc, il est clair que, en tout cas, les études montrent que ce n'est pas forcément la meilleure option à prendre, en tout cas dans les dernières études qui ont été publiées et que moi, j'avais pu lire. Il est clair que si vraiment on veut travailler vraiment, utiliser du curcuma et une forme donc déjà plus concentrée, biodisponible, il faut plutôt, à mon avis, s'orienter vers des formes qui ont été brevetées et qui présentent une meilleure assimilation parce qu'elles sont enrobées, parce qu'on a ajouté des phospholipides ou de la lécithine ou des choses comme ça. Alors après, c'est toujours pareil, la lécithine, on va vous dire que c'est pas forcément bénéfique. C'est en orange, en additif, etc. Mais après, c'est pareil, c'est une question de dose et souvent, c'est de la cure. Mais c'est vrai que si on veut avoir le bénéfice complet de la curcumine sur un problème bien spécifique, bon, ça peut être intéressant. Maintenant, on a quand même des études sur les produits bruts, comme je vous le disais tout à l'heure, qui montrent que à 20 grammes par jour, c'est une question de dose aussi, parce que
Quand vous achetez un complément, il y a 10 plantes dedans et que vous en donnez 20 grammes par jour ou 30 grammes par jour. Au final, tu as peanuts, tu rien Et du tout oui, de ce que quand on tu n'est pas veux. sur l'extrait, il est clair qu'on n'aura pas la dose efficace. Alors après, on peut toujours parler de totem, d'effets synergiques entre les différentes plantes, etc. Mais tout ça, c'est pas vraiment de la science. Après, c'est de la cuisine. Et honnêtement, si on veut vraiment se conformer aux recommandations de la pharmacopée et surtout de l'Agence européenne du médicament, par exemple, qui publie tout ça, il est clair qu'il vaut mieux avoir moins de plantes dans un produit, voire une seule plante. Genre, là, le curcuma, c'est intéressant. Moi, vous avez du curcuma, point. L'arpagophytum, on va le lancer prochainement, c'est pareil. L'arpagophytum, c'est Juste pas le tout. l'arpago. Voilà, d'avoir de l'arpagophytum dans un produit, mais à 10% dans le produit, vous en donnez 30 grammes, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux avoir l'arpagophytum pur à la limite si on souhaite vraiment partir sur ce produit, encore une fois, après avoir consulté son vétérinaire, etc. Puisque là, on est clairement sur alors on pourrait dire de la médecine alternative, en tout cas sur un produit alternatif à des anti-inflammatoires, dont on sait que voilà, les effets potentiellement secondaires, etc., ne sont pas forcément anodins. Donc, c'est important de toujours consulter son vétérinaire pour ce genre là, on est sur de la phytothérapie, avec certes de l'usage traditionnel, mais qui est pas loin d'être. Enfin, en tout cas, il y a quand même des études qui montrent que c'est vraiment intéressant, l'arpagophytum. Mais bon, il y a tout un cadre qu'il faut respecter, et ça, il faut y faire attention. Ok. Est-ce que tu veux ajouter d'autres choses sur la biodisponibilité de ces produits-là ou pas? Non, après, il faut faire au cas par cas, ça c'est clair. Ouais. On a des produits pour lesquels le produit naturel est déjà correctement disponible. Et en tout cas pour lequel on n'a pas d'alternative vraiment. Je vous parlais des acides boswelliques, là, dans la boswellia, dans l'encens, qui présente aussi un vrai intérêt sur tout ce qui est problème inflammatoire, sur même les problèmes respiratoires. Et en tout cas, en humaine, il y a des études intéressantes sur les personnes asthmatiques et qui montrent qu'il y a l'intérêt. Bon, j'ai consulté une thèse vétérinaire il y a quelques temps là-dessus. Donc, il existe un laboratoire qui a développé une forme qui est, on va dire, mieux assimilée. Et je crois que l'assimilation était augmentée de 30%. Quoi. Ce n'est pas non plus fois 10 ou fois 15. Quoi. Donc après, il faut voir. L'arpagophytum, par exemple, c'est naturellement, enfin, il n'y a pas nécessité d'avoir des formes plus. En cas de travailler le produit pour avoir une forme qui va être mieux assimilée. L'arpagophytum est déjà bien. Ouais. Ok, ça marche. Après, on va revenir un petit peu sur tous les produits au cas par cas. Alors, on a simplement encore une question un peu plus générique de Cyrielle qui demande si les produits naturels qu'on propose, est-ce qu'elle peut les utiliser pour un poulain ou s'il y a des contre-indications? Ouais, alors bonne question. Alors après, définition du poulain, ça dépend. Poulain sous la mer, en général, moi bon après, on l'a pas mis en contre-indication, hein. Mais c'est clair que en général, moi je le conseille pas. Je le conseille pas trop parce que souvent, j'en vois pas la nécessité forcément. Ouais. Alors après, bien sûr, si c'est de l'allure de bière ou du lithotam, il n'y a pas de problème. Le lithotam, de toute façon, on en met dans tous nos aliments, par exemple, il n'y a aucun souci. Là, je préfère éviter parce qu'il y a une toxicité quand même. En tout cas, sur le long terme, sur du poulain, je crois que voilà, j'ai jamais vu c'est toujours pareil, j'ai jamais vu de papier, de documents expliquant qu'il y avait en tout cas une contre-indication et qu'il y avait des problèmes. Par contre, c'est toujours pareil, le raisonnement, on peut aussi se dire que étant donné qu'on n'a pas de papier qui montre qu'il n'y a aucun problème, dans ces cas-là, vous mettez prudent. Bon, en général, les poulains sous la mer, j'évite de leur mettre tout un tas de choses parce que déjà leur appétit. Alors souvent ils mangent avec leur mère ou ils mangent avec dans des nourrisseurs, dans des parcs à poulains. Dans les parcs à poulains, honnêtement, on peut rajouter des probiotiques, des choses comme ça, mais ça se limite à ça, de mon point de vue. Voilà, c'est clair que l'arpagophytum, tout ça, moi, ça, je déconseille. Là, on est clairement, s'il y a une problématique inflammatoire, c'est le vétérinaire qui va gérer ça. Parce qu'en plus, il y a une problématique au niveau de l'estomac chez le poulain, qui a un estomac très, très sensible. Donc, il faut faire attention et pas faire n'importe quoi. Donc, non, sous la mer, moi, je pense pas qu'il y ait de contre-indication a priori. Je vous dis, le lithotam, il y a zéro problème. La lueur de bière, c'est pareil. Mais honnêtement, je vois le curcuma, il faut faire attention aussi à la dose quand même. Moi, j'ai vu des choses plutôt à l'étranger, mais des doses qui étaient données, qui étaient énormes. En tout cas, les chevaux qui en recevaient avaient des troubles digestifs et je pense qu'il y avait un souci avec le curcuma à ce niveau-là. Donc, il faut rester prudent. Donc, sous la mer, non. Post-sevrage, pourquoi pas. Après, la spiruline, je ne vois pas la contre-indication, honnêtement. Voilà, c'est plutôt les produits qui sont déjà pour lesquels on n'a pas de données, et puis en tout cas l'arpagophytum chez le poulain, bon, peut-être, hein, mais en tout cas, habituellement, j'ai jamais vu trop de poulains qui mangeaient de l'arpagophytum très très jeune, donc je le conseille pas trop, tout simplement par prudence.
Ouais. Et voilà, donc rester plutôt simple avec les poulains. Après, une fois qu'ils ont passé le sevrage, bon, passé le premier hiver, mise à l'herbe, après, bon, en général, y a pas, on rentre un peu dans la catégorie, alors pas encore adulte, mais à partir du moment où ça n'interfère pas sur la croissance, etc., en général, il n'y a pas de souci. Mais, Ok. Après, il faut voir. Bah, je te coupe parce que je crois que Cyrielle vient de nous rejoindre, donc je reprends pour la réponse. Ça dépend un petit peu de l'âge du poulain. En résumé, sous la mère, on le laisse tranquille. On évite de lui apporter quoi que ce oui, soit. sauf Et puis exception. voilà, sauf exception. Ouais. Et puis sinon, à partir du moment où il est sevré, bah, c'est toujours à voir en fonction des besoins et du produit. Mais a priori, il n'y a pas de contre-indication. Après, il faut faire ça. N'hésitez pas, Non, Cyrielle, à nous envoyer un peu plus d'infos sur le besoin et le poulain, mais a priori. c'est A plus sur la priori, il n'y a jument rien gestante. qui. Sur la jument gestante, on va Ouais. clairement, on l'a mis en contre-indication parce que quand on n'a pas de données, on préfère être prudent. J'ai le cas du fenugrec, par exemple, où le fenugrec, alors historiquement, était utilisé par les Égyptiens, pardon, etc., pour les avortements, par exemple. Moi, j'ai consulté les fournisseurs de fenugrec et d'extrait de fenugrec qui en vendent. Alors, c'est là où j'étais un peu. Voilà, qui en vendent aussi à des femelles gestantes, hein, enfin, en tout cas, à des éleveurs en monogastrique ou en ruminant, donc, voilà, soit les truies, les vaches, etc., sont gestantes. Il y a zéro. Enfin, eux, en tout cas, ont remarqué aucun problème. Mais Ouais. il est vrai que dans la littérature, on a des papiers qui disent qu'il faut être prudent. Voilà, l'Agence européenne recommande elle-même, étant donné que les données sont insuffisantes, de déconseiller l'utilisation chez la femme enceinte. Donc, nous, c'est voilà, juste la raison pour laquelle on l'a fait chez la jument gestante, même si, Ouais. honnêtement, je sais qu'il y a depuis plusieurs années, je vois Il y en a qui le font. des éleveurs qui le font sur des juments en lactation, par exemple, parce qu'on sait que le fenugrec, en tout cas, le fenugrec est utilisé d'un point de vue traditionnel pour améliorer la production de lait. On a des juments qui peuvent être pleines assez vite après le poulinage. Et on ne m'a jamais rapporté de mortalité embryonnaire ou autre en lien avec le fenugrec chez la jument. Maintenant, ça reste à être démontré, donc il vaut mieux être prudent. C'est pour ça que chez la jument gestante, moi, je préfère le déconseiller. Ok. Pour éviter, Ben, voilà. justement, pour la jument gestante, on a une question concernant le curcuma. Est-ce qu'il peut être utilisé sur une jument gestante, d'après toi? Alors, curcuma, propriété anti-inflammatoire et puis antioxydant. Je crois qu'on l'a mis, alors je crois qu'on l'a déconseillé chez la jument gestante. En général, ouais. Moi aussi, je l'avais sur le côté, mais on l'a déconseillé. Pareil, absence de Oui, bah données. voilà, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de données. Et Ouais, effectivement, on ne clairement. conseillait pas de l'utiliser chez la jument gestante en Mais, lactation. Je viens de mais vérifier sur la c'est fiche. toujours la même situation. Effectivement, on a la même problématique avec le flexi, où la glucosamine, par exemple, est déconseillée chez la femme enceinte. Bon, bah, chez la jument, et puis, alors, déconseillé, sauf après, enfin, en tout cas, après évaluation de la balance bénéfice-risque. Donc, chez la jument, par exemple, c'est ce qu'on explique à chaque fois aux clients. Il faut vraiment faire un point avec son vétérinaire. Si la jument est vraiment douloureuse au niveau articulaire, parce qu'elle a des problèmes d'arthrose ou elle a été une ancienne blessure qui a mal cicatrisé, ou en tout cas problème articulaire derrière et qu'elle est améliorée, son confort est amélioré avec le flexi par exemple, eh bien, il vaut mieux lui donner du flexi plutôt qu'elle soit confortable et qu'elle continue et qu'elle poursuive sa gestation, plutôt que de ne pas lui en donner, quitte à la rendre vraiment douloureuse et puis à potentiellement causer des problèmes durant la gestation. Donc c'est vraiment une question de balance bénéfice-risque. Donner du curcuma à une jument gestante, alors, je ne connais pas le motif, en tout cas je ne sais pas pourquoi la personne souhaiterait en donner à sa jument. Maintenant, quand il n'y a pas vraiment de raison, vraiment de justification vraiment précise, et moi je préfère ne pas en donner. C'est Enfin, en tout cas, pas. Ouais, ne pas. Plutôt éviter. ouais, il faut vraiment, que ce soit c'est la jument gestante ou en général, dans tous les cas, moi je pousse pas à la consommation. Enfin, il faut le faire quand c'est. Alors bien sûr, quand on Il y a un veut, intérêt, quoi. quand il y a un intérêt, quand on veut agir à titre préventif sur son cheval, parce qu'on pense que ça va lui faire du bien pour les antioxydants, les anti-inflammatoires, pas de problème. Maintenant, quand il y a une gestation, l'enjeu il est quand même important. Donc, quand on n'a pas de garantie, moi je déconseille de. C'est pour ça qu'on l'a écrit d'ailleurs sur nos fiches. Ok. Ça marche. Maintenant, on a une question de Marie-Thérèse qui te demande quel produit recommander en tant que protection contre les insectes. Ah, oui, alors ça c'est pareil, c'est une grande indication, effectivement. Alors on a l'ail, bien sûr, l'ail qui est utilisé quelquefois et où en tout cas on suppose et on pense que alors ce serait la laine des chevaux, enfin, ayant mangé de l'ail qui pourrait repousser pour repousser les insectes. Moi, je connais pas d'études ayant démontré cet effet.
J'avais juste vu une étude, je crois, en humaine sur de l'huile, alors je ne sais plus si c'était l'huile essentielle ou pas, mais de l'huile d'ail qui avait été appliquée sur la peau et qui avait entraîné effectivement un effet répulsif à 80, ouais, voilà, à plus de 90%, à plus de 95% même, je crois, concernant les insectes, donc là en humaine. Donc effectivement, encore une fois, on a des choses qui montrent qu'il y a potentiellement un intérêt. Maintenant, moi, je n'ai pas d'effet démontré là-dessus. Après, l'effet répulsif contre les insectes, ça c'est clair, c'est une vraie problématique. Il y a tout un tas de produits qui sont. Moi, je suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais il existe des produits vétérinaires, des produits en médecine complémentaire, en tout cas en aromathérapie, choses comme ça. On a aussi alors pas des phéromones, mais d'autres produits un peu plus élaborés qui vont masquer les odeurs qui attirent les insectes. Ça, je sais qu'on nous avait présenté ces produits il y a quelques années. Donc voilà, après ça, moi, je suis pas compétent pour les donner. D'un point de vue produit naturel, effectivement, l'ail, d'un point de vue, on va dire, usage traditionnel, est utilisé dans l'espoir de provoquer un effet répulsif. C'est pour ça qu'on l'a mis, vraiment en usage traditionnel, vertu supposée sur notre fiche technique. Maintenant, moi, j'ai pas de données qui vous montrent que c'est 100%, ça va fonctionner, etc. Encore une fois, l'ail, souvent, on le met, alors ça peut être pour ça. On a aussi pour les histoires de parasitisme. Alors, c'est pareil, les études ne vont pas du tout dans le même sens, tout dans le même sens. Globalement, ça ne va pas modifier. En tout cas, il y a des études qui montrent que ça ne change rien à l'excrétion des œufs. Par contre, on a quand même une étude qui montre qu'il y a un effet sur les larves. Et donc là, c'était de l'ail associé à une autre plante. Et donc, chez le cheval, oui, je crois que c'est chez le cheval, des larves de stron, parce que c'est vraiment le parasite principal du cheval, l'estron, enfin la grande famille d'estrons. Oui, on en a parlé avec le dernier live. Avec Aneva pendant le dernier live. C'est ça. On a quand même une étude qui montre un effet, un effet inhibiteur en tout cas, qui va vraiment perturber et voire limiter le développement et puis des larves. Mais par contre, c'est vrai que sur l'excrétion des œufs, il y a plusieurs études qui montrent que c'est pas efficace. En tout cas, ce n'était pas efficace aux doses utilisées sous la forme utilisée. Mais ça demande encore une fois à être creusé parce que je sais que dans d'autres espèces, on a d'autres parasites chez les bovins, chez les ovins, pour lesquels, alors c'est pareil, c'est différent, mais on a un effet quand même qui a été démontré, alors plus ou moins important, mais concernant l'inhibition des parasites. Et donc ça on a quand même des études, c'est assez étudié, mais les effets sont, on va dire, controversés. C'est pour ça qu'on peut juste le mettre en usage traditionnel et en vertu supposée, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas vraiment d'études qui te. Ouais, non, en tout cas, il n'y a pas une étude. C'est que tu n'as pas d'études qui. Il y en a, mais elles ne sont pas. Voilà, il y a juste sur les larves où là, il y aura un effet. Par contre, alors après, quid de la répercussion sur l'excrétion des œufs, parce que c'est ce qui nous importe à la fin de la journée. Et là, il est vrai que, en tout cas, les études réalisées l'ont été avec des formes, des doses, en tout cas insuffisantes, ou qui n'ont pas montré d'efficacité. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. Okay. Les insectes, c'est pareil. Clairement, c'est ça, c'est quelque chose qui reste à être démontré. D'accord, ok. Pour le moment, c'est pas forcément suffisamment. Ça n'a pas été confirmé. Les effets qui ont pu être démontrés n'ont pas été confirmés, soit dans l'espèce équine, soit en humaine. Moi, je connais qu'une étude où j'étais tombé dessus parce que forcément, j'avais regardé. C'est un thème, ça, insectes et ail. Et il y a une étude en humaine, vous pouvez aller voir, je ne me rappelle plus de son nom, mais clairement, voilà, cette étude-là demande à être confirmée pour qu'on puisse avoir vraiment un faisceau de preuves suffisant pour pouvoir mettre en avant un effet démontré, quoi. Ok, ça marche. C'était une question de Cyrielle aussi qui demandait si l'ail était vraiment une solution efficace comme répulsif contre les insectes. Et du coup, on reste sur l'ail. Alors là, c'est Solange qui dit qu'elle a lu il y a longtemps que l'ail donné en cure prolongée générait de l'anémie chez le cheval. Alors, tu parlais un petit peu tout à l'heure des durées à respecter qui sont super importantes. Je te laisse y répondre. Oui, effectivement. Alors l'ail, c'est un petit peu comme d'autres bulbes, comme les oignons aussi. L'ail, en tout cas, contient des composés qui peuvent être toxiques pour l'hémoglobine, donc la molécule qui est présente dans les globules rouges et qui permet le transport de l'oxygène et qui donne la couleur rouge, du coup, globule rouge et au sang. Et donc l'ail peut être toxique à moyen terme. Donc l'étude, il y a plusieurs études. Celle que j'ai en tête, elle avait été réalisée, c'était sur 80 et quelques jours, 83 ou 86 jours, à 16 grammes par jour, donc c'est pas très élevé. Et ce que les auteurs avaient remarqué, alors
il n'y a pas eu de chevaux, il n'y a pas eu de mort, hein, c'est clair. Mais sur les formules sanguines, ils ont remarqué alors une modification des formules, notamment une baisse de l'hémoglobine, des globules rouges, donc une anémie plus ou moins clinique, hein, c'était une tendance à l'anémie, je crois. Donc rien de dramatique, mais il est vrai qu'il y avait un effet, en tout cas délétère, néfaste, démontré à la prise de sang. Et donc il y a d'autres études qui vont dans le même sens. Donc là, clairement, on le sait. On sait qu'il y a les doses qui sont safe, celles qu'on vous a données. Voilà. Et ce qui est important, c'est en tout cas ce que rapportent les auteurs dans cette étude, c'est vraiment la notion de durée de cure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est limité et qu'on a limité la cure à, je crois que c'est 3 semaines ou un mois. Je sais plus. Un mois, 30 un jours. mois, 30 jours maximum. J'avais 3 en tête, mais je ne sais plus si c'était semaine ou 30. Et les autres, voilà. 3 semaines. Voilà, donc ça, c'est clairement c'est un produit, c'est vraiment le produit voilà, pour lequel il faut faire attention. Moi, je l'ai appris il y a quelques années parce que je ne sais plus pourquoi j'avais fait justement. Je me demande si c'était pas lors d'un. Enfin bref, on avait fait une conférence, enfin soit une visio, enfin un live où j'avais fait une conférence et on avait évoqué ce problème-là. Et il est vrai qu'effectivement, il y a des études qui montrent qu'il y a des effets. C'est pas toujours connu, mais voilà. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment respecter cette durée. Ouais, la durée, la dose. Voilà, donc ça c'est important. Ok. De toute façon, si je dis pas de bêtises, en tout cas pour les 7 produits naturels de notre gamme, il y a pour tous, sauf pour le Litotam, une durée maximale conseillée. Ouais, l'idée c'est Il ne faut pas les donner en continu. Ouais, c'est ça. Alors après, il y a des produits pour lesquels le Litotam, par exemple, oui, donc là, il n'y a pas de souci, il est dans nos aliments. Donc là, clairement, la levure de bière, on pourrait imaginer en donner durant plusieurs mois, il n'y a pas de souci, a priori. Maintenant, voilà, l'idée, c'est quand même de bien positionner ces produits, de consulter aussi son vétérinaire pour juger aussi de la pertinence de poursuivre la cure ou pas. Je pense à l'arpagophytum, quelquefois, le cheval répond bien à l'arpagophytum, mais effectivement, dès qu'on l'arrête, ça repart dans le mauvais sens. Alors, dans ces cas-là, le vétérinaire peut décider, en tout cas, peut conseiller à son client de mettre une dose, par exemple, une dose divisée par 2. En tout cas, essayer de définir une dose de maintenance qui va permettre d'avoir un cheval confortable sans générer d'effets secondaires. En tout cas, en générant le moins possible. Et puis en faisant des coupures, des périodes durant lesquelles on ne donne pas. Donc ça a affiné. Après, on a vraiment certains produits qui se rapprochent de médicaments quand même. Hein. L'arpagophytum, clairement, a des vertus anti-inflammatoires, avec des effets secondaires qui peuvent aussi qui sont là potentiellement. Alors, pas forcément pour l'arpagophytum, mais ça peut être, on parlait de l'ail tout à l'heure, donc il faut faire attention à tout ça. Ok. Merci. Il y a 2 questions de Cyrielle concernant la spiruline, qui pose justement la question de comment ajuster les doses de spiruline pour son cheval et qui demande aussi si elle peut aider à faire perdre du poids à un cheval en surpoids. Alors, le cheval en surpoids, moi, je ne connais pas de données qui le montrent. Alors, je ne sais pas si c'est finalement dérivé du régime hyperprotéiné en humaine, là. Le cheval, à ma connaissance, non. Maintenant, honnêtement, je ne me suis jamais posé la question, mais non, un cheval en surpoids, alors après, ça, c'est du rationnement alimentaire. Si cette personne a besoin d'avoir des conseils à ce niveau-là, on a tout un tas de conseils, en tout cas, qu'on peut donner sur la ration du coup journalière totale, fourrage plus alimentation concentrée, mais dans ce cas, on n'en a pas. Quoi. Ouais. Il faut juste faire attention. Couverture des besoins en oligovitamines. Voilà. Après, ça pourrait être intéressant, l'aspirine, mais ça fait une protéine chère quand même, parce que quand on fait maigrir un cheval, on va réduire les apports caloriques. Par contre, sur certains chevaux, alors ça peut être des chevaux âgés ou autres, mais globalement, on fait attention de maintenir les apports protéiques. Voilà, donc des apports protéiques qui vont être suffisants, qui vont être bons. Le problème quand on met un cheval en déficit énergétique quelque part, en tout cas de manière modérée, mais quand même, le cheval va avoir tendance, alors, bien sûr, il va mobiliser ses graisses, mais il peut aussi mobiliser ses protéines, donc ses muscles, pour faire de l'énergie avec les protéines qui constituent les muscles. Donc l'idée dans les recommandations, c'est de réduire les calories, en tout cas de contrôler les apports énergétiques, mais de maintenir les apports en protéines, et notamment en lysine, donc autour de 20-25 grammes chez le cheval. Et donc pour ça, la spiruline étant riche en protéines,
Alors pourquoi pas en apporter un petit peu dans ce but-là. Maintenant, Ouais. sur l'amaigrissement, moi j'y crois pas trop, mais parce que accompagner un process de perte de poids pour éviter, justement essayer voilà. de faire perdre le gras, de maintenir la masse musculaire pour que le cheval perde du gras, mais maintienne son muscle, quoi. Bah ça, maintenir le dos, Dans parce ce que cas-là, moi, ça pourrait être intéressant. voilà, parce que je vois des chevaux qui, Ok. quelquefois, au bout de plusieurs semaines, même mois, de régime restrictif, ils vont toujours avoir une couverture de masse graisseuse sur les côtes qui va être importante. Par contre, ils ont un dos qui est inexistant, quoi. Les masses musculaires dorsales vont être clairement diminuées. Et ça, je le vois sur des chevaux qui ont 15 ans et plus. Et dans ce cas, il est clair que la spiruline peut clairement, pour être apporté dans ce but-là sur la protéine, mais habituellement, on va plutôt conseiller du myostimule chez nous, par exemple. Et voilà, je pense que là, ça permet d'apporter une quantité plus importante pour un coût plus modéré. D'accord, ok. Mais pourquoi pas, hein, en association, pourquoi pas. Et concernant les quantités du coup à donner, si on décide d'apporter de la spiruline à son cheval, tu recommandes quoi? Alors, les quantités sont celles qu'on a énoncées sur notre fiche technique. Globalement, ça va être autour de 25 grammes, je crois. Alors, on a une fourchette assez large, c'est pareil. Hein. Ouais, Là, la spiruline, on n'a pas de matière active à proprement parler. Ce sont vraiment des nutriments, protéines, fer, etc. On a des antioxydants comme le bêta-carotène. Mais en général, on est autour de 25 grammes. Donc, si maintenant on souhaite vraiment mettre le paquet, entre guillemets, on peut viser la fourchette haute. Durant, par exemple, je te coupe pour un cheval de 500 kg, 10 à 40 grammes par jour. Ouais, c'est ça. Donc, 2 à 8 grammes pour 100 kg. On peut partir sur 40 grammes, mais c'est pareil, quand on introduit un supplément, moi je conseille d'y aller progressivement, déjà pour le côté goût, appétence. Et puis ensuite, après, on voit si le cheval le tolère bien, ça c'est important aussi. Donc au départ, on peut partir sur une dose moyenne quand on n'a pas de point de départ, de notion comme ça. Donc la dose moyenne en général, c'est autour de 25 grammes. Ouais. Et puis après, voilà, si on voit que le cheval ça lui va bien, il n'y a pas de souci, de problème, parce qu'il faut faire aussi attention au phénomène d'hypersensibilité. Alors, allergie, c'est toujours un gros mot, ça, mais ça existe en humaine, donc chez le cheval, il faut aussi faire attention. Des intolérances, en tout cas. Donc, on a des produits que les chevaux n'ont peut-être jamais rencontrés. Je pense au curcuma, je pense à plein de choses, hein, voilà, des produits naturels, des produits phyto. Au départ, c'est bien aussi d'apporter une dose qui ne va pas forcément être la dose maximale, pour voir déjà si le cheval s'il fait bien. Et, il répond bien. Au niveau digestif, au niveau même général, hein, au niveau de sa peau aussi, qu'il n'y ait pas d'urticaire qui sort, toutes choses comme ça. Voilà, donc il faut démarrer gentiment, mais après la spiruline, clairement, vous pouvez aller à 40 grammes sans problème. Pas de souci là-dessus, si le cheval le tolère bien, il n'y a pas de souci. C'est une bactérie, c'est pas une algue, hein, c'est une bactérie, ça c'est pareil. Le petit truc. C'est une bactérie. Voilà. Moi, perso, je pensais que c'était une algue au départ. Oui, c'est sûr. Au début, on pense tous, moi c'est pareil. Hein. Et après, c'est vrai qu'en bossant, forcément, qui va plutôt se développer dans l'eau douce. Dans l'eau douce, oui, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. Et dont l'intérêt, clairement, va reposer sur les nutriments que cette bactérie contient, finalement. Donc, c'est vraiment la nutrition. Hein. Donc, c'est des protéines, antioxydants. Oui, c'est ça. Le fer, alors toujours. Le fer et des vitamines. Ouais, mais anémie égale fer. Ça, chez le cheval, c'est un truc. Maintenant, ça m'agace même plus parce que j'ai passé ce cap-là, mais c'est juste que c'est un raccourci qui est vraiment qui n'est pas juste, quoi. C'est erroné. Ouais. L'anémie fériprive, comme on l'appelle, qui est liée à une carence en fer, est très rare chez le cheval. Se caractérise par des globules rouges qui sont de petite taille. Donc ça, on regarde le volume, bref, le VGM, mais ça, peu importe. Voilà, chez le cheval, c'est rarement le cas. On est souvent plutôt sur des anémies qu'on appelle régénératives, avec des gros globules qui font 48, 50 voilà, en taille. Donc, c'est des anémies qui sont régénératives. Donc, le fer n'est pas, au cas où, il peut être séquestré par l'organisme, mais ce serait dans ces cas-là une carence secondaire et pas primaire. Donc, le fer pour la spiruline, moi, c'est pas trop là-dessus que. Parce que pour rappel, si le cheval mange suffisamment de fourrage, en théorie, ses besoins en fer, le fourrage en contient suffisamment et ses besoins en fer sont couverts par le fourrage, quoi. Donc, c'est pas pour le fer qu'il faut. Oui. Ah non, c'est clair que le fourrage, c'est ça. Même l'alimentation concentrée, sans parler du fer ajouté, hein, on en ajoute très peu. Si avec moi, j'en mettrais pas. Il y a tout un article dessus. Ouais. Voilà. Intéresse certains. Dans nos compléments, dans nos minéraux, on n'en met pas. Non, clairement, moi, c'est quelque chose qu'on m'a rabâché à l'école et
Et honnêtement, non, mais honnêtement, c'est vrai. C'est rare, les anémies ferriprimes, moi, je vois quand même un peu de prise de sang. Et ça peut arriver, bien sûr, si vous avez une hémorragie importante, si vous avez. C'est possible, c'est clair, des saignements importants, etc. Mais c'est vraiment pas pour ça en tout cas, moi, je vais conseiller l'aspirine. C'est plutôt voilà, pour l'apport. C'est vrai que c'est un ensemble avec les protéines, les antioxydants, les vitamines du groupe B. Bon, les gens qui veulent une solution naturelle, pourquoi pas. Même si, je vous le répète, c'est pas avec l'aspirine, ou alors il faut en donner beaucoup, qu'on arrivera à couvrir les besoins journaliers en bêta-carotène, par exemple. Bon, il y en a beaucoup dans l'herbe, le bêta-carotène. Donc, si je fais état d'herbe, il y a zéro problème. Mais par exemple, si on prend notre carotène, voilà, un gobelet va en apporter 800 mg, 800-900 mg. Donc, c'est pas, il faudrait donner quand même beaucoup de spiruline pour avoir cette quantité-là. Je n'ai pas la quantité en tête, mais clairement. Voilà. D'où l'intérêt du complément, quelquefois, par rapport aux produits naturels, quand on veut vraiment cibler. Voilà, quand on veut cibler une qualité de colostrum, là, clairement, on est sur un autre registre, à mon avis. Ok. Maintenant, on a une question d'Élodie qui demande quels sont les produits que l'on peut associer et ceux que l'on ne peut pas. Alors, peut-être si tu peux répondre entre produits naturels et je ne sais pas s'il y a des produits naturels qui peuvent aussi être associés avec des compléments nutritionnels, enfin, formulés. Ouais. Alors là, il y a tout un tas de, de possibilités, à mon avis. À partir du moment où il y a l'effet cumulatif, alors bien sûr, quand on a des produits qui apportent les mêmes matières actives, bon, bien sûr, l'effet cumulatif, il faut faire attention à ça. On peut avoir des effets antagonistes, mais honnêtement, moi, je ne suis pas assez calé pour vous les rapporter. Dans ce qu'on peut faire, bon, en tout cas, voilà, en tant que fortifiant, si on veut apporter des protéines à un cheval, plutôt par des protéines, on en a dans la spiruline, on en a dans le fenugrec, on en a dans la levure de bière. Donc on peut après associer 2 de ces produits, 3, ça commence à faire beaucoup, honnêtement. Voilà, ça c'est une association possible. On peut avoir aussi, par exemple, pour la qualité de la corne des sabots. En ce moment, c'est marrant, on a des questions là-dessus sur la qualité de la corne, quoi. Et la corne, voilà, bon, certes, biotine, mais alors quelquefois, il y a des gens qui vous disent oui, la biotine, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est un micronutriment qui va arriver dans la chaîne de production de kératine. Mais il y a tout un tas de choses qui sont importantes à respecter et à apporter avant. Donc, en un, ce sont l'énergie, les protéines, parce que la kératine, c'est une protéine soufrée. Donc, même des protéines qui sont plutôt riches en acides aminés soufrés, donc comme la méthionine, la cystine qu'on apporte dans notre complément de biotine, par exemple. On en a aussi dans les aliments, de la méthionine. C'est le 3e acide aminé, en tout cas, qu'on affiche, nous. Donc, voilà. On a également le calcium, qui est important, qui est très important. Et après, on a tous ces micronutriments, parmi lesquels, je pense, la vitamine B8 est importante, et également le zinc. Donc voilà, donc peu importe. Mais et du coup, dans notre complément biotine, tu retrouves tout ça. On retrouve tout ça. Maintenant, on sait que la levure de bière est intéressante pour tout ce qui est, en tout cas, est utilisée pour tout ce qui est, même en humaine, les cheveux, les ongles, etc. Chez le cheval, c'est un peu le même principe. Les fanères. Alors, on peut y trouver, du coup, on peut essayer de donner, en tout cas, on a une explication quand on regarde la composition. La levure de bière contient des protéines. Elle contient également, donc des protéines, des acides aminés soufrés notamment. Elle contient également des vitamines du groupe B, parmi lesquelles on peut avoir la vitamine B5 qui est la vitamine des fanères. On a des vitamines qui interviennent dans la synthèse de la kératine aussi. Donc voilà, donc on pourrait aussi l'associer à la biotine, pourquoi pas, ou alors même associer, si on veut rester sur du naturel, mais avec un effet quand même plus limité qu'avec un complément de biotine, je pense. Lithotame, levure de bière, pourquoi pas, le calcium étant important pour justement la production de kératine. Donc voilà, donc ça c'est possible. On a donc les associations entre produits naturels et compléments alimentaires. Alors, je parle de ce que je connais. Oui, voilà, quelques exemples concrets. Voilà, chez nous, chez les juments en lactation, notamment les primipares, donc c'est les juments qui vont avoir un premier poulain, qui ont un petit peu de mal à lancer leur lactation. On peut associer, moi je le fais même, je le conseillais déjà avant d'avoir la gamme, de notre flore, parce que les levures vivantes présentent un effet sur la production lactée. Alors ça n'a pas été démontré chez la jument, parce que c'est compliqué de le faire sur des juments qui vont être traites, etc. Mais ça a été démontré chez la vache, donc clairement, voilà, les levures vivantes, de mon point de vue, peuvent être intéressantes et peuvent contribuer à lancer la lactation. En tout cas, ça ne fera pas de mal, et vraiment, il y a un effet chez les vaches, donc pourquoi pas chez les juments. Et on peut l'associer avec du fenugrec. Là, je sais que le fenugrec aussi est utilisé pour ça, donc c'est une association possible. Qui est galactogène, c'est ça qu'on dit? Ouais, voilà, galactogène qui favorise la production de lait. Ouais. De lait. Oui, c'est ça. Ouais, ça dépend comment tu le dis, ça dépend d'où tu viens. donc, voilà.
Donc oui, voilà, après, il y a d'autres associations, hein. On n'a pas le curcuma peut être associé avec de l'arpagophytum, par exemple, pour la sphère articulaire, pourquoi pas. Ouais, On le ça retrouve, peut hein. être Après, envisagé. mais c'est une question de dose. Après, si vous vous retrouvez à donner 20 grammes de curcuma et j'ai oublié la dose d'arpago, mais c'est une vingtaine de grammes aussi, je pense. Ouais, c'est ça, quand on veut donner la dose forte, c'est 20 grammes. Bon, bah, le cheval, voilà, il faut que le cheval accepte d'ingérer aussi 40 grammes de Oui, c'est ça, ouais. Pour un cheval de produit. 500 kilos. L'arpago n'est pas en poudre, hein, ce sont des petits bouts de racines, hein, des petits morceaux. C'est la racine secondaire de la plante, c'est ça, qui est coupée en petits Ouais, morceaux? c'est ça exactement. Voilà, donc pourquoi pas, hein, encore une fois, c'est en respectant les doses, en respectant comment dire, la durée. Alors après, on va pas, si on associe deux plantes qui ont une indication qui va être similaire ou qui ont des propriétés supposées similaires, on va plutôt se mettre sur la dose moyenne que sur la dose maximale. En tout cas, Oui. c'est comme ça que je raisonne. Faut éviter de faire des doublons, quoi, enfin, sur un cheval. Voilà. Mm. Et ouais, Ok. exactement, parce qu'il faut toujours rester prudent. C'est des produits pour lesquels il y a en tout cas un intérêt, hein, de mon point de vue. Il y a des produits, c'est toujours intéressant. On a des chevaux qui vont être confortables. On ne se voit pas les mettre sous anti-inflammatoire en permanence. Maintenant, on sait qu'avec certains chevaux, avec une petite dose d'arpagophytum ou en relais du flexi, hein, quand on a du flexi en continu, en tout cas sur plusieurs mois, quand on a un cheval un peu moins confortable, on ajoute une petite dose Donc le d'arpagophytum. flexi, pour rappel, c'est des chondroprotecteurs, dans le coup. Oui, c'est ça, exactement, qui vont nourrir l'articulation, voilà, si on vulgarise un petit peu. Et bien là, pour le côté anti-inflammatoire, quand on a des chevaux qui sont moins confortables, qui sont plus ou moins dans une crise d'arthrose, où là, clairement, on a une poussée inflammatoire, il faut contrôler l'inflammation. Bien sûr, la première chose à faire, c'est d'appeler son vétérinaire qui va potentiellement mettre le cheval sous anti-inflammatoire. Mais on sait que voilà, les anti-inflammatoires, en général, on sait que c'est jamais très bon de les prolonger plus que 15 jours. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais voilà, c'est en tout cas par expérience, on fait attention à ça. Et donc, dans ce cas-là, on peut être amené, pourquoi pas, à essayer de trouver une dose qui va bien avec son vétérinaire en arpagophytum pour essayer de le gérer le cheval entre les crises, on va dire, ou en tout cas pour anticiper une crise, pour essayer de limiter les répercussions. Et, Ok. voilà. Donc, tout ça, c'est une question de dosage. Et puis, mais oui, il y a tout un tas de choses qui sont faisables. Je ne sais pas si tu penses à une autre problématique. C'est souvent là. En fait, Non, je la suis en train de problématique. réfléchir. Voilà, Je pense pourrait, que c'est difficile de donner une liste exhaustive, mais bon, après, pour le coup, Elodie, si vous avez un besoin ou une demande particulière, on pourra. Enfin, écrivez-nous et puis on tâchera d'y répondre de manière plus précise, plus détaillée. Ok, j'ai une autre question, Cyril, de Afed, qui... Alors, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre avec les produits naturels, mais justement, c'est peut-être un bon cas. Il a une jument qui a tendance à faire à être en diarrhée chronique depuis la naissance du poulain, qui maintenant a 9 mois. Du coup, elle a perdu pas mal d'état. Et il n'arrive pas à trouver de solution en fait pour solutionner ce problème et le problème de diarrhée et puis du coup après pour la faire reprendre. Alors j'ai pas plus d'informations sur la ration, ce qu'elle mange, etc. Un cas comme ça, qu'est-ce que tu commences par regarder et comment est-ce que tu peux l'aider? Là, clairement, c'est du médical, hein. Clairement, de base, c'est Ouais. du médical. Bien sûr, si c'est de chronique intermittente, la cause alimentaire, s'il n'y a pas eu de changement particulier, moi, je pense pas que ça vienne de là. Non, là, c'est clairement plus sur du médical. Là, c'est au vétérinaire de faire son travail, c'est-à-dire d'aller explorer les différentes causes possibles. Il y a bien sûr les causes infectieuses, il y a des causes qui peuvent être parasitaires. Alors, je suppose et j'espère que ça a été vu par le vétérinaire. Donc ça, c'est vraiment la première chose, le premier point à faire. Essayer de voir, de comprendre pourquoi cette jument, justement, a cette diarrhée Identifier chronique la cause. intermittente. Voilà, identifier la cause. Est-ce que c'est une bactérie? Est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y a aussi potentiellement des parasites ou autres? Donc ça, clairement, il faut explorer ça avec... Enfin, c'est le vétérinaire qui le fera. Voilà, après, d'un point de vue, quand on est vraiment sur la diarrhée comme ça, en produit naturel, alors on a le lithotam qui est utilisé par certains éleveurs, alors plutôt chez les poulains, là, pour le coup, pour essayer d'améliorer la consistance des crottins et donc, du coup, casser le cercle vicieux de la diarrhée et, Ouais. et faire en sorte que finalement, le contenu digestif retrouve une consistance normale et donc un milieu normal pour la flore, etc. Chez le cheval adulte, honnêtement, moi, c'est rare qu'on le fasse parce que bon, voilà, il y a aussi des apports de calcium, etc. Mais en ponctuel, pourquoi pas. Mais ça, c'est plus le vétérinaire qui va le faire, soit à la sonde ou autre, Ok. pour essayer de casser le cycle.
Après, non, après, nous, à notre niveau, c'est plutôt faire un point sur les différentes causes potentielles alimentaires. Si, par exemple, on va faire attention de pas... L'origine peut être totalement différente et autre que l'alimentaire, mais l'idée, c'est de ne pas aggraver la situation. Donc, on fait attention aux fourrages qui sont riches en sucre. On va plutôt mettre un fourrage qui va être pauvre en sucre. Les fourrages riches en azote, en protéines, comme les fourrages à base de la luzerne à volonté, par exemple, on va plutôt éviter. Voilà, tout ce qui peut entraîner des troubles digestifs, on va éviter. Des excès de céréales, bien sûr. Un excès d'orge peut entraîner une acidose digestive et donc de la diarrhée. Voilà. Et donc, quand on a exploré tout ça, ce qui peut être fait par le vétérinaire aussi, c'est une transplantation fécale. Si on a, c'est-à-dire qu'on va prendre des crottins d'un autre cheval en bonne santé, on va mettre le receveur sous antiacide, ça c'est le vétérinaire qui s'en occupe, et pour que les bactéries finalement survivent au passage de l'estomac. Et l'idée, c'est de réensemencer la flore intestinale. Mais ça, on va le faire que si on a finalement écarté toutes les causes, les premières causes de diarrhée. Ouais. Donc, c'est au veto de faire ça. Après, nous, éventuellement, si on a un peu plus d'infos sur la ration, on peut regarder. On peut toujours mettre sous parallèlement. flore. Elle peut toujours être mise sous flore, mais clairement, enfin, par expérience, la flore, c'est très bien pour prévenir les troubles digestifs, pour améliorer la digestivité de la ration, notamment des fibres, favoriser la prise d'état, la brillance du pelage, etc. Ça, clairement, on le constate, on l'a constaté au centre. Mais quand on a une diarrhée qui est installée, avec un cercle vicieux qui est quand même en place, en tout cas, ça semble être le cas. Il y a toutes les causes infectieuses, inflammatoires. On peut être sur de l'entérite aussi. Il y a tout un tas de causes possibles. Donc, les causes parasitaires, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment vétérinaire d'explorer tout ça avant de partir sur des... Ouais, clairement. Parce que là, on est parallèlement, on peut s'assurer du bon équilibre de la ration, mais il faut déjà identifier... ouais, exactement. Okay. Clairement ça. Souvent, équilibre de la ration, on peut ajouter de la flore, ça fait pas de mal. Ouais. Et au contraire, mais ça pourra aider la flore à repartir. En plus, pour l'aider à reprendre de l'état. Et puis reprendre de l'état, bien sûr. Effectivement. Ok. Voilà. Ok. Si je résume, je ne vais pas pouvoir résumer en 30 secondes, mais simplement sur les produits naturels, faut pas faire n'importe quoi, faut bien respecter les doses recommandées et pour avoir la dose efficace pour assurer la dose efficace et pour ne pas faire de bêtises non plus, les doses et les durées maximales recommandées. Et puis, ce que tu disais, c'est que c'est un petit peu à mi-chemin entre l'aliment et le complément nutritionnel et le choix entre, ça remplace pas un complément, c'est pas non plus, c'est pas un médicament non plus, faut bien avoir conscience de ça. Et le choix entre un complément nutritionnel formulé et un produit naturel va dépendre en fait du besoin et de l'utilisation qu'on va en faire. Exactement. C'est ça ? Ouais, c'est ça, bien résumé. Ouais. Top. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou pas ? Non. Après, il faut faire attention dans les précautions d'emploi. Voilà, je pense à des choses. Le curcuma, on a en tête quelquefois ulcère gastrique, curcuma, sauf que dans les monographies, il est bien écrit noir sur blanc que le curcuma est déconseillé en cas d'ulcère, par exemple, gastrique. Idem pour les troubles hépatiques, ça peut être intéressant en préventif, mais si un trouble hépatique est installé, c'est déconseillé. Donc ça, c'est clair. De toute façon, tout ça, en tout cas, nous, sur nos fiches, on les a bien réécrits. Ouais, voilà. Donc, il ne faut pas faire... pour ça, quand vous avez un doute, demandez à votre vétérinaire. Lui, il sera à même de trouver l'info, s'il ne l'a pas en tête. Voilà. Et puis, voilà, nous aussi, on peut tout à fait... moi, c'est pareil, avec Aneva, on ne connaît pas tout, mais on est capable d'aller chercher les informations dans les monographies. Oui, voilà. C'est vrai que c'est compliqué de tout savoir, parce que c'est tellement énorme, en fait, sur la pharmacopée, qu'on a appris plein de choses aussi. Moi, j'ai appris plein de choses en développant cette gamme-là. Mais faut rester prudent, en fait. C'est vraiment faut rester prudent et puis voilà. Raisonner la supplémentation. Voilà, raisonner. C'est ça. Le bon mot pour résumer ça. Top. Merci beaucoup, Cyril. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne soirée. Et puis, surtout, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau live. C'était l'avant-dernier, avant l'été. Le prochain, ce sera sur le cheval asthmatique dans 15 jours. Ce sera avec Aneva. Voilà. Puis, on fera un petit podcast là dans les jours à venir sur les produits naturels avec toi, Cyril. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir.